inventé, entre guillemets, il y a quelques années pour expliquer les recoupements entre les différents troubles du développement. Dès lors qu'on parle de l'autisme, on sait qu'il ne s'agit pas d'un seul trouble, il y a différentes formes d'autisme. Et l'autisme, eh bien, recoupe aussi d'autres troubles du développement. On se demande même si l'on peut trouver des cas de pur autisme dans le monde. Alors, ESSENCE, c'est un sigle qui veut dire syndrome symptomatique précoce suscitant un examen clinique neuropsychiatrique et neurodéveloppemental. Dans la première vie d'un enfant, si on veut faire un diagnostic aussi précis que possible, intervenir aussi tôt que possible, eh bien, il conviendrait d'étudier, de prendre en compte l'ensemble des problèmes de développement d'un individu. Et il faudrait que ces enfants se présentent, bien sûr, avant l'âge de 5 ans, auprès d'un orthophoniste, un pédiatre, un généraliste ou un centre de PMI, en tout cas qu'ils soient en contact avec ces professionnels qui peuvent détecter un problème. Ces médecins, ces professionnels de santé comprennent qu'il y a un problème chez certains enfants, mais ils diffèrent quant au diagnostic qu'ils portent sur ces cas. Il existe plusieurs types de syndromes présents assez tôt dans la vie, en fait bien avant l'âge de 5 ans. Dans le monde occidental, ces enfants vont être envoyés dans des centres spécialisés, soit ils présentent des troubles du spectre autistique ou un syndrome bipolaire, syndrome de Tourette, difficultés d'apprentissage, troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Moi, je dirais d'ailleurs qu'à propos de ce qu'on appelle les difficultés spécifiques d'apprentissage ou du langage, je pense qu'on ne peut pas parler de cela car ces enfants présentent d'autres troubles comme les TDAH ou d'autres difficultés dans leur développement, le retard mental, le retard d'acquisition de la coordination. Et certains syndromes épileptiques comme le syndrome de Landau-Kleffner sont souvent présents avec d'autres problèmes comportementaux. Donc, un des syndromes pourrait être diagnostiqué chez un enfant présentant ce type général de problème. Cela peut concerner le développement général de l'enfant et là, un pédiatre ou un généraliste pourrait le détecter, ou alors des problèmes de perception et là, il faudrait un psychologue ou des problèmes de communication et de langue. Et à ce moment-là, on fait appel à des orthophonistes. En Suède, la plupart des enfants qui présentent des difficultés, des retards de langage sont vus par les orthophonistes. Ensuite, ils vont à l'école et quelqu'un s'aperçoit que, tiens, cet enfant souffre d'autisme ou de difficultés d'apprentissage. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas prévenu sa famille? Merci, on dit à l'orateur qu'il parle infiniment trop vite pour aller vers le français qui prend 20% de mots en plus. Les problèmes d'impulsivité, de colère, il ne ralentit pas. Je suis désolée, il faut demander officiellement à l'orateur de ralentir. Il lit un texte très vite. Ces enfants vont souvent être vus par des psychiatres ou vont être vus dans des centres spécialisés pour l'autisme et ces centres sont un problème. Merci, n'a pas du tout ralenti l'orateur, faut qu'il comprenne. Le français prend 25% de mots en plus, s'il vous plaît. On veut que les gens comprennent le français. Donc les centres pour l'autisme que l'on met en place actuellement fleurissent un peu partout dans le monde, mais souvent ils se concentrent tellement sur le seul autisme qu'ils passent à côté des autres problèmes que présentent ces enfants affectés par l'autisme.
Et j'ai été un de ceux dans le monde qui ont préconisé l'ouverture de ces centres d'autisme dans le monde. Eh bien, j'en vois maintenant l'envers, le côté négatif, à savoir que les gens qui travaillent dans ces centres, s'ils ne sont pas formés correctement, par exemple exposés à ce concept d'essence, eh bien, risquent de passer à côté de symptômes très importants comme un déficit de l'attention chez les enfants souffrant du syndrome d'Asperger, des problèmes de langage qui sont réels. On passe à côté du syndrome de Tourette, souvent de cas de dépression aussi dans les centres spécialisés dans l'autisme. Je ne dis pas que ces centres ne peuvent pas être très bénéfiques, mais la voie qu'ils prennent actuellement, surtout en Suède, par exemple dans mon pays, eh bien, c'est qu'ils tendent à être surspécialisés et du coup, ils passent à côté d'autres troubles. Alors, on sait que souvent des problèmes d'alimentation, par exemple, sont les premiers syndromes, comme l'a montré l'étude Essence. Et ces symptômes très précoces, que ce soit l'autisme, retard du langage, TDAH, troubles déficitaires de l'attention et hyperactivité, peuvent apparaître individuellement ou comme un groupe de symptômes. Et il est difficile à ce stade précoce de savoir lequel va être diagnosticable. Je vais vous donner deux exemples de la manière de ce qui peut se passer quand un enfant se présente avec un syndrome. Dans des maternités, dans des écoles maternelles, on a étudié un groupe d'enfants dans une banlieue de Göteborg, une étude sur la population générale. On a étudié plus particulièrement 1000 enfants et 6% des enfants de 2 ans et demi avaient un certain degré de trouble du langage après le dépistage. Donc chez les enfants de 2 ans et demi, ils avaient des problèmes de communication, pas assez de vocabulaire, des problèmes de compréhension ou des problèmes d'articulation. Et ils ont été vus bien sûr par des orthophonistes qui leur ont fait des diagnostics comme quoi ils avaient un retard de langage sans symptômes, mais à l'issue des tests, il est apparu qu'ils avaient des problèmes de langage. Ils ont été suivis à l'âge de 4 ans, 6 ans et 7 ans et demi avec des gens qui ne connaissaient pas le diagnostic original et contre un groupe témoin d'enfants qui n'avaient pas été diagnostiqués pour troubles du langage et tous présentaient des problèmes de langage persistants à 4 ans, 6 ans et 7 ans et demi. La majorité souffrait de dyslexie à 7 ans et demi et 70% d'entre eux souffraient soit d'autisme, syndrome d'Asperger, TDAH, difficulté d'apprentissage ou un QI entre 70 et 80 à l'âge de 7 ans et demi. Donc 70% de ces enfants qui présentaient des problèmes de langage dans la population générale se sont avérés présenter un problème qu'on pouvait détecter selon les critères de Essence. Et là encore, j'insiste, c'est un échantillon pris dans la population générale. Donc, un enfant souffrant de troubles du langage à 2 ans et demi, eh bien, le prognostic n'est pas très bon. On ne peut pas dire qu'il s'en tirera facilement. 70% d'entre eux continuent 5 ans après de souffrir de problèmes de développement, voire de problèmes psychiatriques. Les enfants qui ont été adressés parce qu'on soupçonnait chez eux un autisme ou un problème de communication, on a réalisé la première étude du monde dans les années 80. On a étudié 28 enfants. À l'époque, c'était un grand groupe d'enfants de moins de 3 ans chez lesquels on suspectait un cas d'autisme. 75% de ces enfants répondaient aux critères des troubles du spectre autistique 7 ans après, et tous les autres, les 7 autres enfants, répondaient aux critères d'un autre trouble de Essence, à savoir TDAH ou retard mental ou retard d'acquisition du langage. Tout récemment, nous avons publié une étude beaucoup plus vaste sur des enfants d'un même âge chez lesquels
ont soupçonné un autisme à 2 ans et demi ou 3 ans, 208 enfants à Stockholm, et quand on les a suivis, on a vu qu'ils répondaient aux critères du TSA dans 90% des cas. Et les 10% restants répondaient aux critères d'un autre trouble du développement. Donc, il est fort peu probable, si ça l'est, qu'un enfant qui présente, enfin chez lequel on peut soupçonner un trouble lié à l'autisme avant l'âge de 3 ans, eh bien, il est fort peu probable qu'il ne développe pas de troubles développementaux plusieurs années après. Alors peut-être que ces enfants ne souffrent pas tous d'un trouble de l'autisme classique. Quand ils sont suivis, on s'aperçoit que la moitié répondent à ce critère de trouble autistique classique, mais tous les autres présentent d'autres troubles comme le syndrome d'Asperger ou autres troubles développementaux qui relèvent de la catégorisation de Essence. Alors, quels sont les premiers symptômes que l'on détecte dans la littérature ou dans la pratique clinique par rapport à l'autisme? Qu'est-ce que l'on sait sur les symptômes qui signent l'autisme? D'abord, des problèmes essentiellement moteurs. C'est d'abord ce que l'on détecte, même si après on les diagnostique comme autistes ou Asperger. Leurs expressions faciales sont différentes. Leurs muscles faciaux semblent moins innervés, ils ont des mouvements, ils oscillent d'avant en arrière et ils ont un développement moteur compartimentalisé. Les anormalités de la perception typiques chez les jeunes enfants souffrant d'autisme, par exemple, ils ne réagissent pas quand on prononce leur nom. Les problèmes de langue, de langage, bien sûr, ne sont pas diagnosticables avant que le jeune enfant ait 2 ou 3 ans. Les problèmes de comportement sont présents si l'on interroge attentivement. Eh bien, dès la première année de vie, chez les enfants autistes, ces problèmes de comportementaux sont présents et il y a très peu d'ascension mutuelle partagée. Mais on ne peut pas distinguer les enfants autistes des autres dans la mesure où ils ne peuvent pas répondre à des tentatives de focaliser leur attention et qu'ils la partagent. La plupart des jeunes enfants auraient de toute façon des problèmes d'attention. En revanche, chez l'enfant autiste, eh bien, lui ne va jamais initier cette activité d'attention partagée. L'hyperactivité et l'impulsivité, généralement, sont très extrêmes quand ils sont présents chez des enfants autistes. Et tous les enfants qui ont un gros symptôme de TDAH dans ces premières années, eh bien, on peut penser qu'ils souffrent d'autisme plutôt que simplement de déficit de l'attention et d'hyperactivité. Ou alors, il peut aussi souffrir d'épilepsie, autre maladie qui rentre dans l'étude Essence, ou une forte difficulté d'apprentissage. L'hypoactivité se trouve aussi présente dans un certain nombre de cas et des problèmes d'insomnie aussi. Le développement général, retard du développement général peut être noté chez 20 enfants ainsi que des troubles de l'humeur, 10%, qui peut être aussi un des symptômes de l'autisme. Qu'en est-il du trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, TDAH? Si on regarde le liste dans la littérature, c'est exactement la même liste des symptômes, sauf pour ce qui est que les enfants, là, ce n'est pas sur la liste des syndromes typiques dans les premières années de vie, mais cette incapacité à déclencher une activité d'attention mutuelle. Et bien sûr, chez les cas extrêmes d'hyperactivité, les gens pensent que c'est simplement un déficit de l'attention. Mais si c'est présent sous une forme assez extrême, on peut tout de suite soupçonner l'autisme. Combien d'enfants sont affectés par ces problèmes? 10% de tous les enfants de moins de 18 ans vont être affectés de toute façon par des troubles psychiatriques, y compris TSA, TDAH, problèmes de comportement, troubles bipolaires, et un autre 10%, et syndrome de Tourette, et un autre 10% vont souffrir de problèmes sociaux ou psychologiques. Et certains de ces problèmes peuvent interagir avec les autres troubles décrits dans Essence. 5% sont des enfants qui vont souffrir de dyslexie.
Et la majorité des problèmes, des enfants qui souffrent de dyslexie ont des problèmes de langage plus tôt dans la vie. Mais bien sûr, il y a beaucoup de recoupements entre ces différentes catégories diagnostiques. Il n'est pas aisé de décréter il s'agit d'autisme pur ou de TDAH. Il faut attendre avec le temps l'apparition, l'émergence d'autres symptômes et d'autres problèmes qui signalent d'autres problèmes développementaux. Mais chez les enfants de 18 ans chez qui on décèle des problèmes, eh bien, on s'aperçoit qu'avant l'âge de 5 ans, ils présentaient des symptômes. Les troubles du spectre de l'autisme se retrouvent chez 10% en moins de la population et la nouvelle étude révélerait que ce chiffre serait encore plus élevé que 10%. Mais quand on y pense, une personne avec un TSA, eh bien, 6 ou 7 personnes sont proches de lui. Donc, 6 à 10% de la population générale sont affectés dans leur vie quotidienne par l'autisme. S'ils ont un seul membre dans leur famille ou la famille élargie, un seul membre souffrant d'autisme, tout le monde dans la famille va être touché. Donc, il y a plus que les enfants autistes, mais tout leur entourage. Et donc, je crois que ce n'est pas 1%, mais plus 5 à 10% de la population qui est affectée. La moitié des enfants souffrant d'autisme sont dépistés avant l'âge de 5 à 6 ans, du moins en Suisse. En Suède. Voilà une liste des comorbidités, des troubles coexistants qu'on trouve chez l'autisme dans toutes les études. L'épilepsie, 20%. Avec mauvais pronostic, si l'épilepsie n'est pas traitée. Autres troubles médicaux sont présents dans 20%. Problèmes intellectuels, 50%. TDAH, les TOC, etc. Et les jeunes enfants qui souffrent de TOC et d'autisme ont un meilleur pronostic que ceux qui n'ont pas de TOC. Déficit d'attention 10%, dépression 20%, troubles bipolaires, catatonie, etc. Anxiety 25%, no coexisting disorder 0%, and sleep disorders in 50%. I'd like to also make the point that most of the current evidence suggests that autism in itself predicts autism in the long run, but it doesn't necessarily predict a terrible outcome. It's all the associated problems that are much more predictive of poor outcome. Things like epilepsy, learning disability, and speech and language. Les angoisses, les problèmes de langage qui sont des prédicteurs d'un mauvais facteur. Donc ce n'est pas nécessairement le facteur prédictif d'un résultat très mauvais. Qu'est-ce que l'autisme? En fait, c'est un groupe de différentes pathologies multifactorielles qui ont toutes des origines différentes. Donc c'est pour ça qu'on utilise en fait ce terme d'autisme, et les synapses ont certainement un rôle à jouer, surtout leur formation, mais aussi des facteurs environnementaux qui peuvent contribuer à la pathologie, très souvent dans la plupart des cas, et qui peuvent aussi même être à l'origine de la maladie. Nous pensons par exemple que les maladies du cervelet et du tronc cérébral sont souvent des domaines qui peuvent créer un réseau qui peuvent donner en fait des résultats fonctionnels très différents dans l'autisme. Les troubles de l'attention dans l'adolescence, par contre, se retrouvent dans à peu près 5% des enfants scolarisés. Et là aussi, pour le même raisonnement, on pourrait imaginer avoir jusqu'à 25% de la population générale qui serait affectée avec des troubles de l'attention s'ils ont des troubles de l'attention dans la famille. Donc là, c'est une image qui ne concerne pas que la Suède ni la France, c'est vraiment dans le monde entier. Que sont les troubles de l'attention et de l'hyperactivité? Eh bien, c'est un phénotype génétique qui résulte également de différents environnements, parce que les dysfonctionnements cérébraux sont aussi associés, par exemple, à la prématurité. L'autisme et les troubles de l'attention et de l'hyperactivité sont très souvent semblables au niveau de leur emplacement dans le cerveau et des fonctions qui sont impliquées, mais les problèmes sous-jacents de génétique et d'environnement sont aussi communs. Dans les troubles de l'attention et de l'hyperactivité, je
signalent très souvent qu'il n'y a pas du tout de comorbidité. Et dans tous les cas d'ADHD de la population générale, il n'y a pas de pathologie. Alors que chez les autistes, oui. Les garçons sont moins présents dans ce monde clinique. Les filles ont certainement un phénotype différent. On ne les repère pas forcément. On a publié une étude pour suggérer qu'il y a quelques différences entre garçons et filles lorsqu'il s'agit du tableau de l'autisme ou du tableau des troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Et très souvent, on ne repère pas les filles dans le monde. Et il semblerait que ce ratio ne soit pas vraiment de 3 à 1, mais peut-être de 1,5 à 1, à la fois pour l'autisme et l'ADHD. Les chromosomes X sont certainement aussi... les oestrogènes ont un facteur protecteur chez la fille, mais on peut voir les choses réapparaître en fonction du stade hormonal. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails de toutes ces pathologies, mais vous trouverez l'information sur le site Internet si vous le souhaitez. Je voudrais juste vous parler des phénotypes comportementaux, de ce syndrome de phénotype comportemental qui est assez commun. En fait, c'est quelque chose de très rare. Ça concerne vraiment une très faible proportion d'enfants, généralement moins d'1% de la population générale, ce qui signifie en fait que ce sont très souvent des enfants qui vont se présenter avec un problème d'autisme à l'adolescence et il faut les dépister, quel que soit le tableau sur lequel ils se présentent. Alors, quelles sont les implications pour terminer? Eh bien, les maladies du trouble de l'autisme, on le sait, doivent nécessiter le dépistage d'autres pathologies. Et dans les ADHD, on a, comme avec l'autisme, on peut avoir effectivement quelques résultats médicamenteux, surtout pour l'ADHD, pour l'épilepsie aussi, les troubles bipolaires également, la catatonie nécessite des interventions très spécialisées. Les problèmes de coordination peuvent aussi être traités par des formations motrices. Les OCD avec également différents types de pathologies. Les problèmes de sommeil répondent à la mélatonine. On a également pour des problèmes d'autres solutions, mais les cas graves pour l'autisme n'ont pas cette chance. Les cas très graves doivent être reconnus le plus tôt possible, si possible avant 3 ans, en particulier l'Asperger que l'on retrouve à l'âge scolaire. Je ne parlerai pas donc de Tourette, mais pour l'ADHD, les troubles de l'attention, il faut également tenter un dépistage le plus précoce. Donc, les ASD, les ADHD, les troubles bipolaires, le syndrome de Tourette, etc., tous ces syndromes, en fait, sont très superposés et ne sont pas forcément tous distincts les uns des autres. Tous les enfants qui ont des symptômes de type essence doivent être suivis. Tout enfant qui se présente, peu importe lequel de ces symptômes, avant l'âge de 5 ans, doit être suivi en permanence et pas juste une seule fois. Ça ne suffit pas de dire il va s'en sortir, car c'est peu vraisemblable qu'il s'en sorte. Merci beaucoup.